avant de former le contrat, on échange entre nous. C'est ce qu'on appelle les pourparlers. Et les pourparlers doivent être libres. On ne doit pas se sentir coincé dès qu'on est en pourparlers. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Salut tout le monde et bienvenue sur Money Tree, vous qui nous écoutez ou nous regardez sur notre chaîne YouTube. Je vous invite d'ores et déjà, avant de faire cette intro de capsule, à aller liker ce podcast, à aller le partager, à aller commenter, à aller nous mettre des avis 5 étoiles parce que ça nous aide beaucoup et vous n'êtes pas assez à le faire, vous consommez beaucoup et vous n'êtes malheureusement pas assez actifs. Donc franchement, rendez-nous un petit peu l'appareil. C'est vraiment important pour nous d'aller liker, partager et aussi commenter évidemment toutes les publications sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas sur Insta, faites-le sur LinkedIn. Si vous n'êtes pas sur LinkedIn, faites-le sur Insta. Si vous êtes sur TikTok, allez vous abonner aussi à notre page TikTok. Si vous êtes sur YouTube, mettez-nous un commentaire, mettez-nous des pouces, partagez sur vos propres réseaux sociaux. Donnez-nous du feedback, on en a besoin. Sachez que ce média est gratuit et il est là pour vous enrichir et enrichir votre culture au niveau de l'investissement immobilier de manière générale, mais aussi au niveau de l'investissement au sens large et des finances personnelles. Donc faites-le. Aujourd'hui, dans cette capsule, on va vous délivrer encore beaucoup de valeur. On va parler de l'offre d'achat, en quoi une offre d'achat est engageante pour un acquéreur ou pour un vendeur, ou en quoi elle ne l'est pas du tout. Est-ce que ça vaut contrat? Est-ce que ça vaut vente? On va parler de tout ça grâce au savoir et surtout à l'expérience et l'expertise de maître Sylvie Marsili. Donc merci à Sylvie et je vous laisse sans plus tarder avec l'épisode du jour. Ciao, ciao. Me voilà de retour avec Sylvie. Salut Sylvie. Salut, je te dis salut pour la 3e fois. Non, mais je vais pas te dire salut à chaque nouvelle capsule, parce que les gens se doutent qu'on enregistre tout d'affilée, évidemment. J'ai les mêmes vêtements, donc ça va pas finir fait. par se voir. Ouais, c'est vrai. Pour ceux qui nous voient en vidéo, c'est vrai. Elle est toujours habillée pareil, celle-ci. Et lui aussi. En plus, moi, c'est pire parce qu'il me voit souvent. Tu vois, et au bout d'un moment, bon, tu vois, ma garde-robe, elle a des limites, quoi. Donc, je suis toujours souvent habillé pareil. Surtout en période, quoi, automne, hiver, tu vois. Ouais. D'ailleurs, on dirait qu'on est en été quand on voit Sylvie. Moi, on dirait qu'on est en hiver quand on me voit. Bon, à vrai dire, on est au printemps. Ouais. On est mi-mai. Mais il fait un temps d'automne quand même. Mais moi, je suis en déni climatique. Voilà. Mais moi, je suis de Toulouse, donc je suis manche longue. Toi, on sait maintenant que tu es né en région parisienne. Et donc, du coup, tu es plus réchauffé. Je suis hyper chaud. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'avais traité tout seul, mais j'ai toujours du mal à faire des capsules un peu juridiques quand je suis seul, parce que déjà, ça me prend un temps monstrueux à me documenter pour pas dire de conneries, parce que j'aime pas ça. Et en plus, même une fois que je suis bien documenté et que j'ai passé une journée à préparer une capsule qui va durer 10 minutes, sans être payé par personne, du coup, je suis toujours pas sûr de pas avoir dire des conneries, tu vois. Surtout en droit, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Donc aujourd'hui, je préfère te laisser dire des conneries, si jamais tu en rends compte. Ou non, en tout cas, tu seras beaucoup plus armé que moi pour parler de tout ça. Est-ce qu'une offre d'achat, ça vaut vente? Alors, une offre d'achat, non. Mais une offre d'achat acceptée, oui. J'aime la subtilité. On voit que tu manies la langue française. Donc, les règles en la matière sont fixées par le Code civil. On les invente pas comme ça. En droit français, le contrat, c'est un contrat consensuel. C'est-à-dire que c'est pas un contrat formel. Dans d'autres pays, le contrat n'est formé que par un écrit. En droit français, c'est pas pareil. On donne toute sa place à la confiance qu'on se donne. Donc, le contrat, il est formé. Si je te fais une offre et que tu l'acceptes, le contrat, il est formé. OK. Après, il reste un problème de preuve. Oui. On s'est mis d'accord, mais je ne peux pas le prouver. Oui. Donc, on a quand même tendance à aller vers l'écrit. Oui. Mais en tout cas, la base... Là, tu parlais d'une offre d'achat orale. Voilà. Okay. Si tu me vends un bien, tu me le proposes à la vente que j'accepte. Oui, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit que tu acceptais. Tu m'as dit que tu avais accepté tout à l'heure. Le T2 que je vends, là. C'est pas ça? C'est ça. OK. Normalement, le contrat est formé. Okay. En tout cas, le droit français, il fait comme ça. On va signer. Pardon. Donc, ça implique quoi? Ça veut dire que avant de former le contrat, on échange entre nous. C'est ce qu'on appelle les pourparlers. Et les pourparlers doivent être libres. On ne doit pas se sentir coincé dès qu'on est en pourparlers. Donc, la règle de cette première phase d'échange, c'est que les pourparlers sont libres, mais ils doivent être dans le respect de la bonne foi. Donc, on ne peut pas faire croire à l'autre qu'on va contractuer pour attraper le bien, pour se garder une exclusivité. Toute la mauvaise foi, en fait, s'indemnise. Donc, les pourparlers sont libres, mais on ne peut pas faire n'importe quoi dans cette première phase contractuelle. Ensuite vient le temps où on s'échange cette offre et cette acceptation, qui est valable pour tous les contrats, et aussi dans le contrat de vente immobilière, c'est des articles différents dans le Code civil.
Donc, comment la vente se forme ? Elle se forme d'abord par soit une offre de vente du vendeur, soit une offre d'achat de l'acheteur qui voit un bien, qui est proposé à la vente. C'est souvent une offre d'achat dans le cadre de la vente. Ouais, c'est souvent une offre d'achat. Mais quand un vendeur vend tout seul, par exemple sur Le Bon Coin, c'est une offre de vente. Oui. Donc, ton offre d'achat, on part de l'hypothèse de l'offre d'achat, c'est la première phase, c'est la première marche du contrat, et il en faut 2, il faut qu'elle soit acceptée. Donc, il faut que l'acceptation, elle soit... alors, la règle, c'est qu'il faut qu'il y ait un accord. C'est assez simple, hein, la vente, c'est un accord sur la chose et sur le prix. C'est tout. Tout le reste n'a moins d'influence sur le consentement, donc n'est pas déterminant de la validité de la vente. Même les conditions de paiement. Même les conditions de paiement, sauf si, par exemple, le vendeur a répondu « OK pour cet achat, mais sous réserve d'un paiement comptant ou sans recours à une offre de prêt. » Bon, voilà. Donc, si on est d'accord sur la chose, il faut qu'elle soit bien décrite. Il y a notamment un arrêt où l'acheteur avait écrit « J'achète la maison à côté de la boulangerie ». Bon, ça ne marche pas. Génial. Voilà, donc, il faut que là, tu veux dire que ça manque d'exhaustivité, quoi. Il y a l'adresse, faut l'adresse, la parcelle cadastrale, évidemment. L'idéal, c'est quand même la parcelle cadastrale. Ça fera... Mais bon, j'ai vu aussi des erreurs sur le numéro de parcelle cadastrale. Alors là, c'est pire. Parce que c'était clair avec l'adresse, et du coup, c'est plus clair du tout avec la parcelle. Donc, il faut vraiment être sûr de soi quand on met la parcelle. Donc, l'offre d'achat, c'est sur la chose et sur le prix. Et quand elle est acceptée, il ne faut pas que l'acheteur mette des réserves ou des conditions. Parce qu'à ce moment-là, c'est une contre-offre. Ouais. Donc, le contrat n'est toujours pas formé. Il faut ensuite qu'il y ait une nouvelle acceptation de l'acheteur. Il faut qu'en fait, en fonction de la teneur des échanges, il soit clair qu'à un moment, on s'est mis d'accord sur l'essentiel. Est-ce que ça voudrait dire que... Parce que c'est intéressant ce que tu as dit sur l'offre de vente et l'offre d'achat. Parce qu'on parle toujours d'offre d'achat. Mais effectivement, quand tu me dis une annonce sur Le Bon Coin, c'est une offre de vente. Ça veut dire que si j'écris sur Le Bon Coin, j'achète à tel prix sans condition suspensive, c'est acté accord sur la chose et le prix ? Exactement. Non. Mais si. Je peux aller au tribunal avec ça ? Oui. C'est vrai ? C'est une offre de vente. Si le vendeur a mis son bien comme ça, sans intermédiaire, donc c'est tout l'intérêt de l'agent immobilier, c'est que dès lors qu'on a un agent immobilier, il fait écran. Ouais. En fait, le vendeur ne reçoit pas directement l'offre d'achat, donc il ne peut pas être lié par la vente. Oui. Il a tout le temps nécessaire pour analyser les offres d'achat qu'il reçoit et prendre celle qui lui convient le mieux. Quand il n'y a pas d'agent immobilier, pas d'intermédiaire, ce qui est le cas de Le Bon Coin, c'est une offre de vente. Donc si elle est acceptée par un acquéreur en face, c'est terminé, la vente, elle est conclue. La problématique, c'est qu'on n'a souvent pas l'identité de la personne qui met l'annonce. Ouais. Alors effectivement, c'est plus difficile de forcer la vente. Mais si, admettons qu'il y a l'identité, il y a la jurisprudence là-dessus ? Ah, sur Le Bon Coin, oui. Ah ouais ? Si tu retrouves évidemment l'identité du vendeur, ça forme la vente. Trop bien. Ouais. Alors c'est pour ça que moi je conseille quand les vendeurs vendent directement sur Le Bon Coin, de décrire comme d'habitude le bien, mais d'inscrire à la fin de l'annonce, ceci n'est pas une offre de vente, mais une invitation à entrer en pourparlers, le vendeur se réservant d'accepter ou non vos offres d'achat. Là, vous pouvez rembobiner 15 secondes, prendre un stylo ou votre téléphone et noter tout ça, voire enregistrer la douce voix de Sylvie et vous la répétez souvent comme ça et la noter. C'est intéressant, très intéressant. Voilà. Alors là, vraiment, je suis un peu sur le cul, tu vois. Enfin, oui, parce que je suis assis, mais je suis vraiment... Non, vraiment, je suis... Ouais. Et autre chose, on est souvent saisi donc de... Ce qui fait débat souvent quand tout le monde s'est mis d'accord, c'est plus tellement le prix, mais c'est... Alors, il y a d'autres sujets qui peuvent intervenir et qui font qu'il y en a un ou l'autre qui veut se rétracter de la vente. Alors, côté acheteur, c'est facile, puisque de toute façon, il y a le délai SRU qui va être purgé. Oui. C'est plutôt du côté du vendeur. Oui. Donc, ce qui va souvent rentrer en ligne de compte, c'est « mais vous ne m'aviez pas dit que vous alliez avoir recours à un financement par un établissement bancaire, et vous ne m'aviez pas dit que... on avait parlé d'aller chez le notaire. » Alors, c'est vraiment des arguments classiques. Vous ne m'aviez pas dit qu'on avait parlé d'aller chez le notaire ? C'est ça ? En fait, ce qui revient souvent, c'est... Par exemple, souvent sur les échanges d'offres et d'acceptation, on voit que les gens écrivent le nom de leur notaire. Oui. Voilà, la vente est actée, ou alors par l'échange de mails, merci de contacter Maître Machin qui fera la vente. Et ça pose débat, à savoir est-ce que ça a été vraiment déterminant pour le consentement des parties d'avoir recours à un notaire ? Parce qu'à ce moment-là, ils peuvent plaider que pour eux, en écrivant ça, ils ne se sentaient engagés qu'une fois l'avant-contrat passé devant notaire. D'accord. Ce qui peut se comprendre, parce que c'est une chose d'accepter l'offre d'achat de quelqu'un,
Mais c'est autre chose de l'accepter avec les éclaircissements de son notaire. D'accord. Donc ça peut. Mais ça voudrait dire que ça pourrait se faire sans le notaire ? La vente ? Ouais. Non. Juridiquement, la vente, elle est faite. Oui, ça peut se faire sans notaire. Ok. Et le notaire, il apporte toute son expertise de la vente immobilière, toutes ces vérifications que seul lui sait faire, tout le travail de publication qu'il fait bien mieux que les autres. Oui. Mais si on ne passe pas devant le notaire, par exemple, si on va forcer la vente devant le tribunal, c'est le jugement du tribunal qui vaut vente. D'accord. Et on va le publier comme le Et la notaire publication le fait. foncière, qui c'est qui l'a fait ? Eh ben, c'est l'avocat. Ok. Ouais. Ok. Alors moi, j'appelle mes petits copains. Donc là, tu es en train de me dire qu'en fait, toutes les ventes immobilières de France se font devant un notaire, mais qu'en soi, il n'y a pas d'obligation à ce qu'elles se fassent devant un notaire ? Ou quand même, il y a une obligation, sauf en cas de litige ? Mais en soi, alors il faudrait demander à un notaire, mais pour moi, la vente. L'avant-contrat, on sait que non. C'est, L'avant-contrat, on sait que non, parce qu'on peut faire un compromis au sous-seing privé, voilà, de gré à gré comme ça. Mais une réitération, l'acte authentique de publication. L'acte authentique, l'avantage du notaire, c'est qu'il apporte le fait que ce soit un acte authentique. Oui, d'accord, mais c'est tout en fait. Oui, mais il apporte toute son expertise aussi. C'est pour ça qu'on fait appel à lui. On peut ok. aussi se faire soigner par un pharmacien plutôt qu'un médecin, mais il vaut mieux prendre un médecin. Tu Ouais. vois, c'est pareil. Ouais. C'est, Dit-elle, fille de pharmacien. T'as vachement confiance. J'étais mal soignée. Ok. Donc ne vous passez pas des notaires. C'est pas du tout ce que... Vraiment. Non, mais des fois, ça peut valoir le coup. Okay. Non, mais de toute façon, les notaires sont bien là pour nous rappeler que dans les frais de notaire, ce ne sont pas des honoraires, des émoluments. Oui, c'est vrai. Voilà, il y a beaucoup de taxes et ils ont raison parce qu'en soi, leur rémunération, c'est plutôt 1% du prix de vente et pas 8%. Mais c'est pas pour ça qu'on pourrait s'en passer. Non, mais c'est que effectivement, à creuser. Moi, par exemple, je suis plutôt de l'école de dire les notaires sont là, c'est leur métier, hors de question qu'on signe des compromis en agence. Et autant quand je suis acheteur, autant que quand je suis agence. Oui. En ayant aussi une agence 6 mois. Hors de question. Enfin, c'est leur métier, il y a trop de risques juridiques là-dessus. Moi, je veux pas m'en mêler. Mais même moi, on me demande parfois de relire des promesses de vente ou d'écrire et je refuse. Parce que c'est vrai que c'est un métier. C'est vraiment l'avant-contrat, c'est hyper déterminant de la suite. Donc, il faut le laisser au notaire, quoi. Tu disais effectivement que ça engage, en fait, le fait de faire une offre d'achat et de l'avoir contre-signée par le vendeur, du coup, ça rassure l'acquéreur, ça bloque, enfin, ça rassure l'acquéreur parce que ça bloque le vendeur. Ouais. Mais l'acquéreur, lui, effectivement, il a toujours ces 10 jours de rétractation liés à la loi SRU après la signature de cet avant-contrat officiel ou compromis sous seing privé ou peu importe, enfin, voilà ce qu'on fait, mais en tout cas un compromis ou une promesse de vente. Mais si l'acheteur est professionnel, a priori, lui, il n'aura pas ce droit de rétractation. Donc ça veut dire qu'on peut l'obliger à signer l'avant-contrat dans les mêmes termes qu'une offre d'achat. On peut, mais en pratique, les vendeurs ne le font jamais. Parce qu'au final, après, ils ne vont pas aller chercher leur financement. Enfin, il faut exécuter la décision, donc c'est compliqué. Précision, s'il n'y a aucune condition, c'est-à-dire que si l'offre... je sais la réponse parce que je l'ai fait. Mais si j'ai un acquéreur, je vends un bien, j'ai un acquéreur professionnel, à savoir un marchand de biens, ou... qui plus est un professionnel de l'immobilier, même pas une personne morale, mais marchand de biens ou promoteur qui achète, qui me fait une offre d'achat et qui me dit je vous achète tel bien, telle parcelle cadastrale à tel prix, sans aucune condition, là la vente elle est plus que parfaite. Je peux l'obliger à aller exécuter un avant-contrat et à aller réitérer derrière. Alors si tu es vendeur en direct, c'est ça qu'il a accès. Oui, la vente elle est faite. Ouais. À partir du moment où j'ai contre-signé ça, je suis d'accord sur les conditions, il est professionnel, il ne pourra pas, quoi qu'il en soit, bénéficier de la loi SRU. Et ça vaut. C'est vrai qu'on le voit jamais. Ouais. C'est vrai que côté vendeur, je n'ai jamais vu qu'un vendeur force la vente sur un acquéreur. Bon, nous on l'a forcé un peu, oui et non. En tout cas, on a fait comprendre qu'il était obligé quand même d'y aller, quoi. Ouais. Parce que de toute façon, on l'obligerait à aller devant chez un notaire dans le sens où l'offre d'achat avait été acceptée avec toutes ces conditions-là. Bon, et d'ailleurs, on l'a obligé, au final, il n'a pas acheté. Tu le connais, puisque c'est toi qui nous as défendu. Voilà, et dans ces cas-là, on va chercher une indemnité pour remettre en vente à quelqu'un qui va vraiment acheter et qui ne va pas derrière nous faire des ennuis. Après, c'est quand même une vente qui n'est pas sereine, quoi. Bon, enfin, lui, en l'occurrence, il voulait quand même acheter, donc on ne l'a pas forcé, si tu veux, à aller signer avant le contrat. Mais bon, après, effectivement, 8 mois après, il n'a pas acheté quand même. Ouais. Donc, voilà. Mais j'étais content qu'il n'y ait pas de conditions dans l'offre. Et je l'avais bien fait écrire en gros, et j'avais bien fait faire l'offre, et j'avais insisté auprès de l'agent que son client fasse l'offre au nom, en sa qualité de responsable légal, de représentant légal, de la société, et pas en son nom propre, parce que la petite astuce souvent des gens, c'est de faire ça. On fait une offre en nom propre, comme ça on signe avant contrat en nom propre, on a les 10 jours de rétracte au cas où, et après on substitue.
Mais quand c'est le professionnel directement, c'est un peu plus compliqué de s'échapper. Offre d'achat acceptée, contre-signée égale vente parfaite. Ok. Est-ce que tu as eu des cas, toi, concrets, où tu as dû aller justement faire exécuter une vente comme ça? Alors, je suis jamais allée, je t'avoue. J'en ai eu beaucoup. On m'en confie beaucoup. Et en fait, on trouve toujours un accord. Ok. Donc, c'est quoi le type d'accord qu'on peut trouver là-dessus? Alors, soit finalement, le vendeur vend. La plupart des cas, c'est ça. Il y a parfois une négo parce qu'en fait, le vendeur ne voulait plus vendre pour un vrai sujet. Il y a toujours un pourquoi. C'est toujours ça. Je dis, mais pourquoi il veut plus vendre? Il faut toujours fouiller. Alors, il peut y avoir des histoires de famille. Il peut y avoir par exemple, ils sont en indivision, puis on n'a pas consulté la sœur, qui n'est pas d'accord. On ne sait pas pourquoi. Demandez-lui. En fait, elle est d'accord. Ah bon, donc le dossier est terminé. Okay. Voilà. Donc, c'est parfois des histoires comme ça. Ça peut être des histoires de prix. Finalement, il y a un agent immobilier qui a repassé, qui a dit, mais non, moi, je peux vous le vendre bien plus cher. Donc, il s'est fait monter la tête. Donc, en fait, il a peut-être une offre plus chère. Donc, on renégocie le prix. Voilà, il y a toujours un pourquoi. Et en général, en fouillant le pourquoi, on arrive à réconcilier les parties et à leur faire signer la vente. Okay. Parfois, non. Donc, on va au tribunal. Mais honnêtement, je ne suis jamais allée jusqu'au jugement valant-vente. Ouais, d'accord. Ouais. Okay. Parce que je crois que ça fait quand même un peu peur à tout le monde. Ouais, tu ne vois pas ça comme un challenge? Je l'aurais fait comme ça. Tu vois. Je peux le faire, mais c'est vrai que c'est pas la même vente. Encore une fois, c'est pas une vente sereine. La vente sereine, c'est devant un notaire dont c'est le métier, aller faire publier un jugement. Et qui arrange les deux parties et pas qu'une. Quoi. Ouais, qui conseille tout le monde. Donc, en général, les gens trouvent une solution, parviennent à se remettre d'accord. Ça me fait... c'est marrant, on parle beaucoup de notaires là, depuis tout à l'heure. Et souvent, je trouve que les notaires se muent un peu en avocats. Tu vois, alors qu'ils sont là pour justement plutôt écrire l'accord des deux parties et juste mettre en forme, comme tu le disais, mettre en forme, conseiller, apporter leur valeur là-dessus, et en aucun cas prendre parti pour un camp ou un autre. On le voit souvent, on le voit souvent, je trouve. Et tu vois, ce côté un peu, je défends mon client. Non, t'es pas là pour défendre ton client, en fait. T'es là juste pour... Ils sont plus objectifs qu'un avocat. Un avocat n'est pas du tout objectif, au contraire. On est là pour ça. Mais oui, toi, tu défends vraiment un client qui te paye pour ça. Voilà. Non, mais tu vois, voilà. Ouais. Je défends, voilà. Mais oui, les notaires, parfois, ils prennent parti. Et parfois, ils n'en prennent pas assez. J'avais eu le cas... d'un dossier hyper conflictuel, horrible, vraiment avec des gens super sympas. Et les notaires, il y avait 2 notaires. Et c'est vrai qu'on avait fait une réunion de médiation pour essayer de s'entendre, de trouver une solution. Et en fait, à aucun moment, ils sont intervenus. Ils sont restés, je m'en souviens, les 2 comme ça. La main devant la bouche pendant 2h30 où moi, je me suis fait... Je me suis pris 1h30 de... C'était vraiment horrible. Avec des vendeurs qui voulaient leur clause pénale sur un petit couple d'acquéreurs qui ne la devaient pas. Et donc, ils leur ont bloqué. Donc, on a dû saisir le tribunal pour débloquer cette clause pénale. Et j'aurais aimé que les notaires interviennent. Et je sais qu'ils savaient qu'on avait raison, mais à aucun moment, ils ont voulu intervenir parce que dès qu'il y a des avocats aussi, ils ne veulent plus prendre parti. Mais c'est vrai que le notaire doit rester. Normalement, c'est une mission de service public. Donc, ils doivent être plus objectifs et servir les intérêts des deux. C'est l'une des rares professions où, sur un acte de vente, ils vont être responsables vis-à-vis de celui qui les a saisis et de l'autre partie aussi. Et oui, ouais. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'oublient. Ouais. Moi, je l'ai vu sur des trucs aussi, franchement, en train de défendre, de me fustiger, moi, en tant qu'acquéreur, par rapport à ce que les conditions que j'avais imposées pour l'achat, tu vois. Mais si votre client l'a accepté, pourquoi vous l'acceptez pas? C'est pas vous qui vendez, quoi. Votre client l'a accepté, ça l'arrange, il veut aller vite, et vous dites non, je veux pas que mon client signe dans ces conditions-là. C'est quoi cette histoire? C'est bizarre, tu vois. Ouais. Et puis parfois, pour des vrais motifs, ils invoquent aussi souvent la notion de caprice. Alors, ça m'énerve un peu, parce que parfois, c'est vraiment pas un caprice. Il y a un vrai sujet sur le bien, et on a une vraie raison de plus vouloir acheter. Et donc, ils invoquent souvent ça avec la menace de la clause pénale. Bon, voilà, c'est vrai que c'est... Moi, clairement, un des exemples, c'était carrément le notaire dit non, mon client ne vous vendra pas à ce prix-là, c'est pas assez cher. Ah oui.
Mais je lui dis, mais à quoi ça vous regarde ça? Il a signé une offre d'achat, il est là et il veut signer Alors au ça plus le vite. regarde s'il y a une vraie différence. C'est-à-dire Bien qu'il est sûr. très en dessous du S'il marché est parce qu'il lésé, risque une nullité de l'acte. Bien sûr. Voilà. Mais s'il y a lésion, je suis d'accord. Enfin Voilà, voilà, s'il y a mais une lésion. bon, on s'est compté, on connaît le sujet. Si tu n'es pas dans le et risque voilà. de la lésion, il n'y a pas de... Et bien sûr. Voilà. Donc, mais en plus, c'est une maison à démolir qui s'effondre avec des fissures et tout. Enfin, tu vois, j'aime bien toujours aller dans les trucs un peu chiants. Ouais. Mais non, c'est pas assez cher. Oui, puis on a avancé les diagnostics aussi. Elle nous dit, bon, mais du coup, les diagnostics, c'est vous qui les prenez en charge, c'est cadeau. Elle dit à la notaire comme ça. Et je lui dis, et pourquoi vous les prendriez pas, vous, sur vos honoraires? Non, mais enfin, au bout d'un moment, moi, je fais pas du social, quoi. Enfin, tu vois, oui, enfin, bon, au prix où vous achetez la maison, grosso modo, on nous a fait comprendre qu'on pouvait prendre en charge le diagnostic. C'est incroyable. Ouais, ça. Tu vois, voilà. Bon, du coup, là, on en galère un peu. Elle s'est retournée contre son client, parce que son client voulait, c'est celui dont je te parlais tout à l'heure, qui a essayé de vendre en direct pendant qu'on était sous promesse, qui était sous promesse avec nous. Et donc, il lui a posé la question, a priori, à sa notaire de savoir comment sortir de la vente pour vendre plus cher à quelqu'un d'autre. Et sa notaire lui aurait dit, maintenant, vous vous débrouillez, je vous avais dit de ne pas vendre à ce prix. Tu vois, elle s'est vexée, elle s'est liée contre lui, quoi. Ah ouais. C'est de malade, ça. Ouais. Voilà. Bon, bref, notaire, avocat, c'est comme ça. C'est deux métiers totalement différents et chacun, je pense, doit rester bien à sa place. Merci Sylvie, on a compris, je pense que c'était l'offre d'achat. Voilà, donc c'était quand même assez engageant, que c'était pas juste un papier comme ça et puis on pouvait juste s'échapper. Que le compromis, quoi. Alors en vrai, c'est surtout engageant, comme tu le disais, pour les vendeurs. Plus que pour les acheteurs qui, eux, peuvent toujours aller donner 300 € de provision à un notaire le jour de l'acte et se rétracter 10 jours après. Voilà. Mais au pire, ça leur coûtera 300, 500 €. 1000 € à Paris, des fois. Les notaires parisiens prennent 1000 € de provision, des fois. Ah oui, d'accord. Incroyable. Parce que c'est pas... Tu sais, la rédaction d'une promesse, elle n'est pas conventionnée. D'accord. Donc, c'est vraiment des honoraires, c'est pas des émoluments, quoi. Donc du coup, y en a qui facturent ça 100 balles, d'autres qui font ça gratos en faisant des compromis, parce que c'est gratuit. Ils font payer l'acquéreur le compromis souvent. Et en fait, et maintenant ils font des lettres de mission, les notaires. D'accord. Ils font une lettre de mission pour justement que, vraiment que l'acquéreur ait conscience qu'il paye la rédaction de la promesse, parce que sinon il se retrouve à payer des frais qui n'étaient pas forcément prévus et qui ne sont pas surtout conventionnés, quoi. D'accord. Ok, merci beaucoup. On se retrouve semaine prochaine. Ouais. Tu reviens dimanche. Tu reviens dimanche. T'amèneras les chocolatines. Ok. Ou les pains au chocolat. On dit pas chocolatine à Toulouse? Si, bien sûr qu'on dit. S'il y a bien une ville en France où on dit chocolatine, c'est Toulouse, quoi. Non, mais c'est vrai. Donc, on se retrouve dimanche prochain. On va parler justement de cette fameuse clause pénale, indemnité d'immobilisation / séquestre. Est-ce que j'en verse pas? Si j'en verse pas, est-ce que du coup ça me libère? Est-ce que c'est mieux de pas en verser d'ailleurs? Ou est-ce que ça change rien? Voilà. On va parler de tout ça dimanche prochain. Ok. Merci, ciao.